Patrick, alors ce Tour de France peut-il échapper à Pogačar? Si je dis non, tout le monde se barre. Non, moi je pense que je tiens à défendre ma place quand même. J'ai été bien accueilli. Ouais. Non, mais moi je pense que oui. Hein. Enfin, je sais pas. Ah oui? Un petit peu. Oui, Déjà, c'est sur 3 semaines. Ouais. Et puis, malgré le fait que Vingegaard soit pas là, tu as quand même Roglic qui a été bon au Tour de Suisse. Il y a Wout van Aert qui devait pas le faire avec Jumbo qui va être là. Et quelques années avant, les trois ont fait péter Pogačar dans la montagne. Donc, bien évidemment qu'aujourd'hui, Pogačar, j'ai l'impression qu'après le Giro qu'il a fait, il est largement dominateur. Mais sur 3 semaines, t'es pas à l'abri qui est. Hugo, j'ai rarement vu Patrick regarder un chroniqueur. Désolé, j'aurais pas. La proie. Non. Ah, mais il y a des panaches. Il y a des panaches, c'est le truc. Il vous a convaincu, Hugo? Cadrage débordement. Pas du tout. Mais Relance de C22, là, il a tenté. j'ai l'impression que justement, le point fort est aussi souvent considéré comme le point fort que tu as cité. C'est-à-dire qu'il est dominé à outrance le Giro, qui n'a pas le même plateau que le Tour de France. Hein. C'est quand même les types qu'il a battus sur le Giro, ils n'ont jamais fait de podium sur le Tour de France. Mais quoi qu'il en soit, le fait qu'il ait fait le Giro avant le Tour, si on regarde ceux qui ont essayé ou plus ou moins de le faire ces dernières années, ils se sont tous plantés. Depuis Pantani 98, une autre époque, n'est-ce pas? On a eu Chris Froome, on a eu Contador, à chaque fois. Ils sont passés à la trappe. Ils sont passés à la trappe, plus ou moins. Enfin, Froome, c'est quand même son équipe qui gagne le Tour en 2018. C'est Geraint Thomas qui gagne. Mais Froome avait gagné le Giro juste avant. C'était même plus un objectif pour la plupart des coureurs. Plus personne voulait faire ça. Claire Bricogne nous attend du côté de Florence, en Italie. Pogačar en super favori, c'est à peu près ce qui vous revient aux oreilles ou non? Plus on se rapproche finalement, plus il y a une forme, on va dire, de flou, d'indécision. Non, je vais désolé, peut-être faire partir tout le monde également, mais oui, clairement, super favori Pogačar ici. Même dans la bouche de ses opposants, hein, notamment à Remco Evenepoel, qui, dans plusieurs conférences de presse, il en a fait plusieurs cette semaine, n'a pas arrêté de dire qu'il serait presque intouchable, en fait, inatteignable. C'était ça le mot, c'est quand même un gros mot. Hein, c'est vraiment, voilà, il est sur une autre planète, il est en haut, très très haut, et ça va être très compliqué d'aller le chercher. Il est vraiment, en position de numéro 1, Tadej Pogačar, mais c'est lui aussi qui s'est un peu donné cette position finalement en disant que voilà, il était dans une forme incroyable, peut-être même une forme qu'il n'attendait pas et peut-être même une des meilleures formes qu'il n'a jamais connues. Donc voilà, c'est aussi lui qui se place là et c'est pas un hasard s'il le fait. Le profil du Tour est un Tour qui démarre tout de suite avec 2 étapes accidentées, notamment celle de demain entre Florence et Rimini, 7 cols de 2 et de 3 catégories, vous voyez les 2 et les 3 là, comme ça. Là. Est-ce que vous pensez que là, ce week-end, demain ou dimanche, Pogačar va tester Vingegaard? Juste, mais de manière un peu... On sait que Pogačar est un gagneur par rapport à Vingegaard, c'est-à-dire que c'est un type qui a l'habitude de démarrer ses grands tours tambour battant, d'aller chercher des victoires. Je crois qu'il en a eu 11, il me semble, au cours de sa carrière, donc en 4 tours de France qu'il ait gagné ou qu'il ait fait 2e. Il attend jamais. On lui faisait, je m'en souviens, moi le premier, le reproche en disant mais il s'économise pas, c'est normal, au bout d'un moment il perd le tour, évidemment il avait qu'à se ménager. Non, c'est sa manière de faire, c'est une manière de courir, d'ailleurs qui n'est pas seulement propice à lui. On voit bien que c'est dans la tendance de lancer des courses très tôt, bref, de faire du cyclisme spectacle. On va pas s'en plaindre. Maintenant, est-ce que le parcours là, demain lui convient vraiment pour faire des différences? Probablement pas. Petit test, non, même pas un petit test, une petite douille là. Rappelez-vous l'année dernière, départ de Bilbao. Bilbao, il y a son équipier Adam Yates qui le projette en quelque sorte aux avant de la course et qui va aller prendre tout de suite le maillot jaune. Donc placer, et à la fin, Adam Yates, il est quand même sur le podium. Donc placer un équipier, un lieutenant de la valeur, et dans cette équipe, il peut en choisir d'ailleurs des lieutenants. Il y a Ayuso, il y a lui, enfin, il y a Daniel. On peut même brouiller les cartes. Il y a plusieurs types qui sont capables d'être des leaders de rechange dans son équipe. Les placer en début de tour, pourquoi pas? Alors, vous savez, il est face à un type qui ne sait pas trop où il en est. Vingegaard vient de revenir. Il n'a pas couru. Il n'a pas couru du tout. C'est-à-dire que depuis le Pays Basque, il a fait, certes, stage en altitude, il n'a pas couru pendant un mois, mi-mai, il s'est remis au boulot, mais personne ne sait où il en est. Lui, il doit en avoir une idée, Vingegaard, mais Pogačar, il n'en sait rien. Pogačar était dans cette situation l'année dernière, c'est-à-dire d'être le type blessé, lui c'était la main, c'était
C'est une fracture complexe, mais c'était quand même pas un pneumothorax. Un pneumothorax, on ne s'en remet pas du jour au lendemain. Et il est arrivé diminué sur le Tour de France. Donc, Pogačar sait très bien ce que traverse actuellement Vingegaard. Est-ce qu'il va vouloir l'humilier, l'étouffer ? Certainement pas sur la première étape. J'ai une 4e étape à vous proposer, ça sera mardi prochain. Là, ça va être Pinerolo, donc on quitte l'Italie, Valois, on va passer ce fameux Galibier, le col du Galibier, col hors catégorie. Est-ce que c'est là, dès mardi, on va dire, là, Pogačar, il assomme le Tour. Là, on vous reçoit mardi soir, là, vous êtes groggy, là, vous êtes KO. Là, je ne serai pas le seul, alors, dans ce cas-là. Oui. On sera nombreux. Alors, si vous m'aviez posé la question il y a 3-4 ans, franchement, j'aurais dit non, mais regardez cette étape, c'est pas possible. C'est Strières, Montgenèvre. C'est gentil derrière, entre le sommet de Montgenèvre et le sommet du Galibier, il y a 50 bornes. C'est énorme. Alors, ça veut dire que s'il veut faire des différences à semer le Tour, le Galibier qui est escaladé par son versant le moins difficile. C'est-à-dire en venant de Briançon, Lautare, c'est un long faux plat. Alors, quand on n'est pas bien, ça fait mal parce que c'est interminable. Et derrière, le Galibier, mais qui n'est pas avec des pentes un peu moins costauds que quand on vient de Valois. Donc, franchement, le problème, c'est qu'avec Pogačar, il est tout le temps là où on ne l'attend pas. Enfin, il intervient à un moment où on ne l'attend pas. Donc, ça ne convient pas sur le papier, mais on ne sait jamais. Il peut essayer de tenter ça. Après tout, rappelez-vous l'année dernière, je reviens encore. L'année dernière, on a un début de Tour qui ressemble quand même pas mal à celui qu'on a. L'année dernière, on a eu, rappelez-vous, Vingegaard qui voulait tout de suite assommer Pogačar, c'était dans l'étape de Pau à Reims. Il avait d'ailleurs pris une minute. Bon, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Pogačar, le lendemain, allait lui remettre une gifle dans le Tourmalet. Donc ça, je pense que, honnêtement, Pogačar sera un petit peu plus prudent, un peu plus humble aussi par rapport à l'histoire. Il n'y a que 7 mecs qui ont été capables de faire le doublé. Coppi, Anctil, Merckx, Hinault, Roche, Indurain, Pantani du premier choix. Du premier choix, il en fait partie de ce premier choix. C'est un coureur de légende déjà avec le palmarès qu'il a. Il a gagné un Tour d'Italie. Auparavant, il avait gagné 2 Tours de France. Il gagne, comme ces champions que vous citez également, des classiques, ce qu'on ne faisait plus dans les années Armstrong et même Indurain. Lui, il est capable de gagner 3 Lombardies, de gagner 2 Liège. Il gagnait même pas d'étape, Indurain. Et voilà, non, mais on ne va pas faire la comparaison avec Indurain, mais dans la liste de ces coureurs qu'on voit, oui, c'est un coureur à la façon d'Anctil, Merckx, Hinault, sans aucun état d'âme. C'est un vorace. Claire Bricogne, vous voulez reprendre la parole juste après pour compléter les propos de Patrick. Je vous écoute, Claire. En fait, il y a 2 données à prendre en compte, je pense, par rapport à cette première semaine. C'est vrai, vous posiez la question sur l'étape de demain. Demain, il y a quand même une vingtaine de kilomètres de plat, en fait, sur le final. Donc ici, en tout cas, les coureurs s'attendent plutôt à un petit groupe à l'arrivée plutôt qu'à un homme seul qui aurait fait des différences notamment. Par contre, dimanche, en effet, avec San Luca à Bologne, qu'on connaît bien par le Tour d'Émilie sur les courses et les coureurs, là, il pourrait se passer des choses. Mais attention, elle correspond très bien à Primož Roglic, qui s'est imposé plusieurs fois sur le Tour d'Émilie notamment pour cette montée. En tout cas, il y a une chose qu'il faut vraiment prendre en compte. En effet, c'est le parallèle avec l'an dernier. Patrick a totalement raison. Et c'est aussi les propos des 2 coureurs. C'est-à-dire que Pogačar lui dit qu'il est en super forme et Vingegaard, lui, n'a jamais dit qu'il était en super forme, en capacité d'aller chercher le Tour de France. Jamais il a prononcé ça pendant la conf de presse hier. Jamais donné son taux non plus de forme, par exemple 80, 90, 100%, j'en sais rien. Il a jamais dit ça. Il a juste dit qu'il était content et chanceux, heureux d'être à nouveau au départ d'une course. Et surtout, il a dit, il faudra que je m'accroche, certainement, c'est possible en tout cas sur la première semaine, pour être en forme ensuite sur la 3e. Donc voilà, peut-être que ça peut donner en tout cas de nouvelles idées à Tadej Pogačar. Les Français, Claire, vous êtes au contact avec eux pour une victoire d'étape. Je ne parle pas de la victoire finale, on ne va pas se mentir. Claire, je ne sais pas, il y a des Français qui donnaient un nom peut-être, un Martinez, quelqu'un comme ça? Alors bien sûr, il faudra compter sur les jeunes, sur Martinez, sur Gaudu qui va faire le général mais qui sera aussi plus libre. C'est vraiment une volonté du côté de la Groupama FDJ de laisser plus de volonté et de liberté à ces jeunes. Ils nous l'avaient même dit dès le début d'année, c'est-à-dire que c'était déjà dans la tête des coureurs depuis janvier. David Gaudu nous l'avait annoncé comme ça très tôt. Il y en a d'autres à suivre, bien sûr on pense à Paul Lapéra, le champion de France qui vient en plus avec beaucoup d'ambition. Il a déjà vraiment la tête sur les épaules, Paul Lapéra. Quand on parle de lui, il a géré cette semaine comme
il le pouvait, en essayant de voir les sollicitations très importantes quand on est champion de France et en même temps de garder du recul pour avoir de la fraîcheur sur ce Tour de France. Du côté de l'entourage de Decathlon AG2R, on pense qu'en tout cas il est capable d'aller chercher une victoire d'étape. Et puis il y en a 2 autres qu'on a rencontrés aujourd'hui. Romain Bardet notamment, qui va disputer son dernier tour et qui a très envie d'aller chercher une étape. Lui va être offensif, tout comme Guillaume Martin qui il y a 3 ans maintenant nous disait que voilà, c'était compliqué pour lui de perdre du temps volontairement, mais qui est en train pas de changer totalement son discours, mais de se dire bon, pourquoi pas quand même essayer d'aller chercher le tout pour le tout et de perdre du temps à ce moment-là. S'il doit perdre du temps, il perdra du temps pour aller chercher une victoire d'étape. Ok, merci beaucoup. Bon, on a appris que Bardet peut être offensif et Guillaume Martin aussi, ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup. Oh là là, il a l'air démoralisé.